12-12 Game Changer. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game ? Il y a un peu plus de 2 ans, notre invité faisait de l'expertise technique dans le domaine de la navigabilité des aéronefs d'État à la Direction générale de l'armement. Comment vous dire qu'a priori, rien ne le prédestinait à se mettre un chapeau de paille sur la tête pour devenir l'un des meilleurs experts en stratégie de contenu sur LinkedIn. Personnellement, je le trouve très énervant. Et c'est normal. Moi, quand je poste et que j'ai 10 likes, je trouve ça formidable. Et lui, quand il en a 700, il trouve ça plutôt décevant. Alors, bon, j'ai bien pensé à m'acheter moi aussi un chapeau de paille, mais j'ai pas une tête à chapeau et quelque chose me dit que, en plus, c'est peut-être pas juste qu'une histoire de chapeau. En tout cas, on est très heureux de le recevoir dans le 12-12 ce soir, car il est manifestement le mieux placé pour répondre à la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon reach ? Alexis Makunga, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon reach ? Il y a beaucoup de choses à faire et la première chose à faire, ce n'est pas commencer à publier du contenu. C'est pas commencer par le contenu. Ah bon ? Eh oui, c'est incroyable à dire parce qu'on pense souvent qu'il faut commencer par écrire des posts, mais non. Le reach, c'est avant tout de l'humain. D'accord. Donc, il y a des gens derrière le reach, il y a des gens qui vont venir liker et commenter les publications. Et il faut déjà commencer par travailler son réseau. Donc, il y a un réseau, il y a son image sur LinkedIn, donc ce qu'on va appeler le personal branding, donc son image personnelle, l'image qu'on va renvoyer. Il va avoir aussi son profil, il va avoir aussi les sujets qu'on va aborder, ça dépend aussi des sujets, ça dépend de nos objectifs. Donc, et ensuite, on va pouvoir réfléchir à comment on poste, donc à la stratégie de contenu et au contenu qu'on va écrire. Donc, c'est un vaste sujet qui ne se résout pas juste en appuyant sur le bouton « Publier » sur LinkedIn, malheureusement. Alors, toi, donc, comme je le disais, il y a un peu plus de 2 ans que tu es arrivé sur LinkedIn ? Oui, 2 ans. Exactement. Aujourd'hui, tu as combien de personnes qui te suivent ? J'ai 4500 abonnés. Ok. Ce qui reste assez modeste. Oui, c'est assez modeste, oui, mais tu es une espèce d'expert LinkedIn. Alors, comment on fait pour démarrer sur LinkedIn il y a 2 ans ? Est-ce que la période était plus propice éventuellement que la période d'aujourd'hui ? Alors oui, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs vagues de création de contenu, donc d'arrivée de créateurs de contenu. Moi, je suis arrivé dans une vague, en effet, où l'algorithme, on va en reparler, était différent. Donc, c'était plus facile de prendre sa place sur LinkedIn. Déjà, mathématiquement, parce qu'il y avait moins de créateurs. Donc, il y avait moins de personnes qui faisaient la même chose. C'était encore quelque chose de nouveau de créer du contenu sur LinkedIn. On voit un peu LinkedIn comme ce dinosaure on venait pour trouver du travail ou pour recruter. Souvent, on fait la blague entre nous que en 2019, on écrivait chez réseau comme accroche ouais. au niveau des posts. Et c'est pas faux. Ouais. Je me souviens encore des posts où c'était le cas. Donc, c'était plus facile, effectivement. À l'époque, on pouvait avoir plus de portée facilement et assez rapidement. Aujourd'hui, il y a une vraie concurrence. Vraiment, parce que les gens ont compris que LinkedIn, c'était un levier indispensable s'ils souhaitaient se développer. Je m'adresse principalement à des entrepreneurs. Donc, je vais dire souvent, pour trouver du client, pour faire rayonner sa marque sur LinkedIn aujourd'hui, il y a du monde. Et c'est devenu un indispensable parce que c'est un levier, parce qu'on va avoir de la visibilité, parce qu'on va déclencher des opportunités. On parle de clients, mais je parle aussi de partenaires pour trouver des talents aussi. Ça va être LinkedIn. Donc, il y a de plus en plus de marques diverses et variées. On fait souvent aussi la blague que LinkedIn, c'est le royaume des freelances et des solopreneurs, ce qui est vrai, mais pas que. Maintenant, on trouve des marques, des personnes qui ont des produits physiques, donc des e-commerce qui viennent sur LinkedIn. On va avoir des professions libérales, on va avoir des avocats, des experts comptables. Je dis, mais attends, c'est pas des plombiers. Des plombiers, voilà. Il y a un plombier qui cartonne sur LinkedIn. J'allais en parler du plombier, tout à fait, mais voilà, des plombiers, des artisans qui vont être sur LinkedIn. Donc, vraiment, LinkedIn, c'est un terrain où tout le monde peut s'exprimer. On le comprend, les entrepreneurs le comprennent de plus en plus, et donc c'est plus difficile. Et en plus, il y a eu des changements d'algo qui font que c'est un peu moins facile. Alors, on va reprendre les choses un peu dans l'ordre. Bien sûr. Je suppose qu'à la Direction Générale de l'Armement, tu n'avais pas un chapeau de paille ? Pas du tout. Ok. Est-ce que le chapeau de paille... Je plaisantais sur chapeau de paille dans mon intro, mais est-ce que le chapeau de paille est un élément obligatoire, ou en tout cas, est-ce qu'on doit avoir un élément différenciant quand on vient sur LinkedIn ? Est-ce que ça fait partie du personal branding ? Ça fait complètement partie du personal branding, et aujourd'hui, je ne vais pas le cacher, le chapeau de paille m'aide à être reconnaissable et remarquable, comme on dit. Ouais. Donc, il est préférable d'avoir un élément différenciant.
Donc ça peut être un symbole, ça peut être un élément, ça peut être quelque chose. En fait, il faut pas juste que ce soit pas forcé. Parce que derrière le chapeau de paille, moi, si on me pose la question, pourquoi j'ai un chapeau de paille, je suis capable. Parce qu'il y a trop de soleil à Paris. C'est pour ça. Ça pourrait être ça, la raison, oui. Trop de soleil à Paris, oui. Donc, l'élément différenciant, oui, tout à fait. On n'est pas forcément obligé d'en avoir un tout de suite. Parce que c'est pas évident à trouver. Moi, le chapeau de paille, je l'ai trouvé sur LinkedIn au bout d'1 an. Donc, voilà. Donc, j'ai fait 1 an sans chapeau de paille. C'est pas un chapeau de paille, c'est un Panama, c'est pas tout à fait pareil. Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil, mais bon, pour le storytelling, je préfère dire que c'est un chapeau. Ok, d'accord. Un chapeau de paille, mais tout à fait, il faut corriger quand même, faut rétablir les vérités. Ouais. Donc ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Et là, souvent, la réponse que je donne, c'est que tu peux chercher ton élément différenciant, ton emoji aussi, parce que le chapeau de paille, je l'ai aussi en emoji, et ça doit être quelque chose de naturel. Et ça permet clairement de se faire identifier. Moi, aujourd'hui, les principaux avantages d'avoir un chapeau, c'est que quand je vais écrire une publication, que je vais mettre l'emoji, quand je vais aller à un événement, quand je me rends ici, eh ben, on va tout de suite me reconnaître. On va dire, c'est le chapeau de paille de LinkedIn. Mais alors, je confirme, parce que moi, quand je suis passé de l'autre côté de la vitre tout à l'heure, je t'ai vu avec ton chapeau de paille, j'ai pas cherché, j'ai dit, OK, c'est Alexis, et voilà, quoi. C'est ça. Hein, c'est ça. Alors, si je comprends bien, donc, pour faire les choses dans l'ordre, oui. Premier élément, des trucs basiques, la bannière, la photo, les infos, le profil. En fait, premier élément, ça va même pas être le profil, ça va être l'objectif. Pourquoi on est là sur LinkedIn en fait. Est-ce que les objectifs sont différents? Il y a des personnes qui vont arriver, elles vont dire, moi, comme objectif, je veux d'abord construire une communauté autour de ma marque, de mon entreprise, de ma personne. Ok. Des personnes directes elles vont arriver, elles vont me dire, moi, j'ai envie de trouver des clients. Il y en a d'autres qui vont me dire, moi j'ai envie de recruter ou j'ai envie de me faire recruter. Donc déjà, c'est l'objectif aujourd'hui. Ensuite, tu vas avoir comment tu veux être perçu sur LinkedIn. Par exemple, moi, je veux vraiment être perçu comme quelqu'un qui apporte de la valeur, mais je veux être perçu comme quelqu'un qui est assez cool, qui a un ton léger, décontracté. Donc ça, c'est quelque chose que je vais définir et je vais commencer à définir les éléments de mon personal branding. Ça, c'est la deuxième étape. Et maintenant, la troisième, ça va être de travailler sur son profil, une fois qu'on a ces éléments. Parce que le profil LinkedIn doit être à l'image de qui on est et doit être à l'image de notre branding. Oui, c'est sûr que si tu as un chapeau de paille et que tu veux paraître sérieux, c'est plus compliqué que si tu veux paraître décontracté. C'est plus difficile. Chapeau de paille et avec costard-cravate, bon. Je ne sais pas si ça passe vraiment, mais c'est un choix. Donc, troisième étape, ça va être le profil, qui va retranscrire donc les 2 premières étapes, donc l'objectif, client par exemple, et le branding, avec les couleurs qui vont bien, etc. Donc, sur le profil, si on veut rentrer maintenant dans les détails, je travaille mon profil, je travaille quoi? Le premier élément qu'il faut travailler sur son profil, c'est la bannière. Parce que quand on arrive sur le profil, c'est la première chose qu'on voit. Quand on n'a pas besoin de scroller. Donc, profil, proposition de valeur. Une phrase. Clairement, qui je suis ou qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que j'apporte. C'est quoi le problème que je résous. Exactement. Et moi, je parle souvent de transformation. Quelle est la transformation que tu vas me faire vivre si je travaille avec toi ou si je fais appel à toi? C'est hyper important. Souvent, on essaye de faire du moi-je, dire moi, je fais ça, moi, je fais ci. Non, réfléchis plutôt client, réfléchis plutôt lecteur. Qu'est-ce que tu peux apporter comme transformation? Donc ça va être la proposition de valeur. Si on peut mettre des éléments de preuve sociale, des éléments de confiance, c'est encore mieux. Donc, par exemple, j'ai accompagné combien de clients, j'ai combien d'employés, etc. Ça, c'est bien. Si on peut mettre aussi un élément qui va nous permettre d'être reconnu, moi je mets mon image sur la bannière par exemple, avec le chapeau toujours, si je peux mettre le logo de mon entreprise, quelque chose qui va vraiment me permettre d'être identifiable, donc ça c'est bien aussi. Et enfin, dans la bannière, toujours, important, ça va être un appel à l'action. Beaucoup oublié. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient voir mon profil et qu'il est dans ma cible, eh ben, faut pas le laisser en plan. Il faut le faire agir. Et donc, ça va être quoi comme appel à l'action? Moi, je conseille toujours quelque chose de simple à réaliser. Parce que plus l'action est difficile, plus on perd des personnes. Donc, par exemple, un simple clic sur suivre. Donc, est-ce que la personne va me suivre, comme ça va voir mon contenu? Est-ce que la personne va activer la cloche? Donc, la petite cloche que vous avez juste en dessous de la bannière, qui permet en fait d'avoir une notification quand on publie. Donc, ça, c'est pratique. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est dans la bannière, suivez-moi ou activez la cloche. Exactement. Ok. Un petit appel à l'action, toujours. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a la bannière, on travaille. Donc, le nom, ça va être le titre, ça va être son nom. Ça n'a pas grand-chose à dire. Ensuite, on a la headline, la petite phrase qui est juste en dessous. Donc là, encore une fois, je vais aller très rapidement, mais le plus important, ça va être les premiers mots. Parce que quand on fait une action sur LinkedIn, publier, commenter un post, par exemple, eh ben on voit 3 choses toujours d'un créateur de contenu. Ça va être son nom, sa photo de profil et cette description, sa headline. Et en fait, on ne voit pas tout. Il y a une partie qui est coupée, on voit juste les premiers mots. Ouais. Et donc les premiers mots sont super importants. C'est le plus important. Le reste même, à la limite, on peut mettre ce qu'on fait, on peut mettre son métier, par exemple. C'est pas, y a pas une grosse réflexion à avoir dessus. Par contre, les 5 premiers mots, ça va être hyper important. Je vais donner une image à tout le monde. Imaginez que votre headline, c'est un post.
Voilà, c'est un petit post de lignes. Il faut qu'on puisse cliquer sur voir plus. Voilà. Et en fait, cliquer sur son profil, ce sera cliquer sur voir plus, exactement. Ouais. Et donc, les 5-6 premiers mots, ça va être l'accroche. C'est la différence entre les impressions et les vues. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est un métrique qu'on regarde très rarement. Et en fait, c'est presque le métrique le plus important. Et oui. Ouais. Et oui. Alors, on dit souvent que la photo de profil aussi est importante. Moi, par exemple, j'ai une photo de profil où je ne souris pas. Et tout le monde me dit, non mais il faut sourire sur ta photo de profil. Est-ce que vraiment il faut sourire sur sa photo de profil ? Alors, non. Ah, je vais le dire. Merci d'être passé ce soir. Je vais pouvoir garder ma photo de profil où je fais la tête. Parce que, si on en revient encore aux étapes, j'avais dit, deuxième étape, c'est le branding. Donc, quelle image on veut renvoyer, en fait, sur LinkedIn ? Et qui doit correspondre à qui on est dans la réalité. Par exemple, moi, avec mes clients, je souris beaucoup. Je fais pas mal de blagues, je suis très solaire. Alors que moi, je fais toujours la gueule, donc ça tombe bien. Donc, si on n'est pas dans cette tendance-là, on a plutôt véhiculé une image de sérieux. Moi, j'ai des professions, par exemple des avocats, qui veulent rester très sérieux. Et donc, je leur dis, vous n'êtes pas obligé de sourire sur la photo de profil, parce que ça va peut-être pas correspondre, ça va peut-être pas attirer les bonnes personnes à vous. Donc, on n'est pas obligé de sourire. Moi, je souris. Par exemple, c'est vraiment un élément, c'est quoi les éléments différenciants d'une photo de profil ? Ça va être, la personnalité de la personne. Donc, est-ce que je souris ? Est-ce que je vais avoir l'air sérieux ? Est-ce que je vais avoir enjoué, etc. Ça va être, moi, le chapeau de paille, bien entendu. Et ça va être la couleur de fond aussi, qui doit correspondre à son branding. Moi, c'est un fond un peu vert bizarre qu'on m'a critiqué au début parce qu'on n'avait pas l'habitude. Mais qui est devenu un élément différenciant. Exactement, qui est devenu une référence, pour moi. Donc, voilà, pour la photo profil, pas obligé de sourire. OK. Et alors ensuite, on descend dans les infos ? Oui. La section info. Alors, c'est une section qui pose beaucoup de questions. Parce qu'on se demande toujours comment la faire. On se dit, qu'est-ce que je dois mettre dedans ? Est-ce que je dois me présenter ? Est-ce que je dois mettre mon expérience ? Là encore, ça dépend de l'objectif. Donc, on revient à l'objectif. C'est quoi l'objectif ? Est-ce que, quand quelqu'un va voir cette section info, il va voir mon profil, il est là, je suis là pour trouver des clients, je suis là juste pour construire ma communauté, je suis là pour recruter. Encore une fois, objectif. Ensuite, une fois qu'on a fait cet objectif, j'invite à tout le monde à aller regarder sa section info pendant qu'on nous écoute. Vous allez voir qu'il y a un truc étrange, comme dans les posts, et qu'il y a un voir plus. C'est-à-dire qu'après les 3 lignes, bien sûr, 3 ou 5 lignes, ça dépend sur quel format vous êtes, il y a le voir plus. Et en fait, la section info, ce n'est rien d'autre que votre post 0. C'est le premier post que les gens vont voir, en fait. Il faut la traiter comme un post. En fait, quand je t'écoute, pardon de t'interrompre, mais quand je t'écoute, j'ai absolument l'impression que, avant quoi que ce soit, il faut comprendre la technique, la mécanique, en fait, de LinkedIn et du profil. Bien sûr. En fait, LinkedIn a une mécanique qui se reproduit à plusieurs endroits. Donc, dans les posts, sur le profil, en messagerie. Et il faut comprendre un peu l'écosystème de LinkedIn, comment ça marche. Par exemple, cette histoire de post et de voir plus, on la voit à plusieurs endroits, notamment. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est la psychologie humaine. C'est surtout ça, en fait. Parce que nous, on joue avec des sections, des éléments, profil, post. Mais en fait, il faut surtout savoir qu'il y a des gens derrière. Et il y a des règles, il y a des bonnes pratiques, mais il n'y a pas beaucoup de règles qui sont absolues. Il faut juste savoir ce que notre audience, elle veut, ce qui va l'accrocher et ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et donc, pour revenir à la section info, si on la traite comme un post, donc on fait une accroche, vraiment pour accrocher la personne. D'ailleurs, petite parenthèse, là, on descend sur le profil. On a vu bannière, headline, etc. Il faut savoir que pour accéder à la section info, on scrolle. Ouais. Et donc, on perd des gens. Déjà, plus on scrolle, plus on perd des gens. Donc, là, déjà, on est sur une section où on n'a pas tout le monde. Certains sont restés, donc il faut les accrocher. Une accroche. Une fois qu'on a cliqué sur voir plus, là, une erreur que font souvent les gens, c'est qu'ils vont commencer à parler d'eux. Après tout, c'est la section info qu'on appelle aussi la biographie. Je dois parler de moi. Eh ben non. Vaut mieux parler de sa cible et de ses lecteurs. Moi, généralement, j'invite à parler de ses lecteurs, à poser ses problématiques ou leurs désirs, ce qu'ils veulent, sur 2 ou 3 paragraphes, ou 2 ou 3 phrases, peu importe. Moi, sur mon profil, je pose des questions à mon lecteur. C'est comme un post, en fait. Je vais parler d'eux, de leurs problématiques. Je fais un peu monter la sauce, je fais un peu monter le lecteur en tension sur plusieurs problématiques LinkedIn qu'il pourrait avoir. Ensuite, je vais avoir une 3e partie où je vais apporter une solution. Donc maintenant que je t'ai posé la question, est-ce que tu cherches des clients, est-ce que tu veux créer une communauté, etc. Maintenant, je te dis la solution. Je te dis que, moi, je m'appelle Alexis, je te propose une formation LinkedIn ou un accompagnement LinkedIn pour te permettre d'être visible et de trouver des clients. Par exemple, je vais ajouter un élément, 4e section, un élément de branding pour marquer les esprits. Donc là, je vais parler un peu de mon histoire avec le chapeau de paille sur 2 lignes, justement, dans la section info. Et enfin, je vais ajouter un appel à l'action à la fin, comme dans un post. Donc là, ça va être généralement, suivez-moi, allez activer la cloche, etc.
Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire avant de commencer à créer du contenu. Eh oui. Et est-ce que ce fameux reach, après lequel on court toutes et tous, est-ce que ça commence par ça, en fait? Oui, le reach, ça commence par ça. Alors, un peu moins sur le profil LinkedIn, c'est vrai, mais le reach, ça va surtout commencer par le réseau. Donc, travailler son réseau. À qui on s'adresse, en fait? Parce que le reach, donc, ça va être les impressions, les vues, notamment. Et pour avoir des impressions et avoir des vues et donc augmenter du reach, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Donc, moi, j'ai toujours un rituel que je fais avec tout le monde quand je parle, en fait, de reach. C'est que je leur dis, déjà, est-ce que ton réseau il est qualifié? C'est-à-dire, est-ce que tu as les personnes qui seraient intéressées par ton contenu? Par exemple, moi, si je parle d'entrepreneuriat, si je m'adresse à des salariés, il y aura peut-être une dichotomie. Moins bon. Ouais. Donc, moi, la première chose que je veux regarder dans mon réseau, quand je vais accepter une demande d'invitation, par exemple, c'est est-ce que la personne est entrepreneur ou pas. Est-ce que tu as une stratégie d'acquisition dynamique ou est-ce que tu laisses les gens venir à toi? Alors, je laisse les gens venir à moi et je filtre avant d'accepter. Ok. Justement. Et avec les filtres, donc, je commence à en parler. Est-ce que la personne est entrepreneur? Ça ne veut pas dire que je ne vais pas accepter de salariés, mais je vais être beaucoup plus regardant sur les salariés. Mais j'accepte d'abord les entrepreneurs. Ensuite, je vais regarder, hyper important, c'est l'activité. Est-ce que la personne que je vais accepter est un minimum active sur LinkedIn? Je ne demande pas qu'elle crée du contenu tous les jours, même toutes les semaines. C'est est-ce que de temps en temps, la personne distribue des likes et des commentaires, déjà. Ça va être juste ça. Parce que si on veut de l'engagement et donc si on veut du reach, il faut s'assurer que les personnes dans notre réseau ne soient pas des fantômes. Oui, bien sûr. Ouais. Totalement. Donc, je vais regarder ça. Et après, c'est mes deux principaux critères. Et le troisième critère, ça va vraiment être un critère de est-ce que je connais la personne, est-ce que c'est quelqu'un de mon entourage que je connais. Donc ça, après, je regarde un peu. Mais ça va vraiment être le principal critère. Activité, et est-ce que la personne est dans ma cible? Donc, une fois qu'on a bien mis en place son profil, qu'on a suivi tous tes conseils, toutes tes recommandations, on regarde la qualité de son réseau. C'est pour ça que tu as un réseau de 4500 personnes qui n'est pas délirant, mais qui doit être ultra qualifié. Exactement. Et derrière, là, tu peux commencer à créer du contenu. Et là, évidemment, comme tu as déjà fait tout le boulot, que tu as bien réfléchi à ton profil, donc tu sais de quoi tu veux parler, à qui tu veux parler, tu as bien utilisé ton réseau, bah là, tout d'un coup, ça devient relativement facile de créer du contenu. Alors, ça va pas forcément être facile de créer du contenu, parce que ça, c'est encore une autre paire de manches. Parce qu'il faut savoir quoi dire, il faut savoir comment le dire sur LinkedIn. C'est pas forcément évident. J'ai beaucoup de personnes tous les jours qui m'écrivent pour me dire bon, comment je fais, j'ai une idée, mais je sais pas comment la tourner, c'est quoi les codes de LinkedIn. Donc, c'est encore une étape de créer du contenu. Par contre, tu es sûr d'avoir quand même des personnes qui peuvent être intéressées par ce que tu dis. Ensuite, juste pour finir sur la préparation avant de créer du contenu, c'est bien d'avoir qualifié son réseau. Maintenant, il faut entretenir son réseau. C'est-à-dire que si on n'apporte pas de la force aux personnes qui sont dans notre réseau, parce qu'il y a d'autres créateurs de contenu forcément dans notre réseau, donc si on ne leur apporte pas de la force en allant commenter leurs publications, si on ne crée pas une vraie relation avec ces personnes-là, c'est-à-dire que, il faut aller leur parler en message privé, il faut aller les rencontrer aux événements, si on a la chance d'être dans une grande ville, par exemple, il y a beaucoup d'événements LinkedIn, et comme ça, on va créer un lien. C'est un boulot à plein temps, ce que tu décris. Eh oui. En fait, c'est un métier à part entière. Mais si on a vraiment comme objectif, par exemple, de transformer son LinkedIn en canal d'acquisition, je ne vais pas forcément avoir la même réponse pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier de faire du LinkedIn, qui ne veut pas forcément utiliser LinkedIn comme levier, comme principal levier business. Donc là encore, c'est vraiment adapté à la personne et au contexte. Effectivement. Donc, pour résumer, d'abord réfléchir à sa stratégie, à son objectif, comme à peu près dans n'importe quelle stratégie. Exactement. Décliner avec bon sens, en fait, tous les éléments et créer du contenu qui va donner de la valeur aux personnes qui vont le consulter. Exactement. Ok, ça me paraît être un bon résumé. Tu sais que dans le 12-12, il y a un grand principe, c'est que celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent posent des questions. Oui. Eh bien, c'est maintenant. Allons-y. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Alors, comment supporter la peur de poster sur LinkedIn? Peur des critiques, peur des mauvais retours. Est-ce qu'il faut avoir peur d'abord de poster sur LinkedIn? Qu'est-ce qu'on craint à poster sur LinkedIn? On peut craindre de mauvais retours. Ouais, et pas grand-chose. Ouais, voilà. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Donc, en vrai, moi, je dirais qu'il n'y a rien à craindre. Mais j'ai quand même un esprit empathique parce que je sais ce que ça fait de prendre des mauvais retours. Et quand je dis de mauvais retours, c'est pas des personnes qui sont en désaccord. Des désaccords, c'est tout à fait acceptable. Ça permet d'ouvrir le débat. Donc, il n'y a pas de souci. Non. Là, on parle vraiment de personnes qui pourraient nous attaquer personnellement,
Gratuitement. Et gratuitement, exactement, et de manière pas du tout cordiale. Donc ça peut arriver. Mais il faut savoir que quand même, LinkedIn, par rapport à d'autres réseaux, c'est un réseau bienveillant. Ouais, c'est assez tranquille. C'est tranquille. Ouais, c'est tranquille. Ouais. Moi, je vois passer de temps en temps des commentaires un peu ouin quoi. Mais il y a quand même pas la cohorte de haters qu'il peut y avoir sur d'autres réseaux, quoi. Si on compare à des TikTok ou des Twitter, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Et il faut savoir aussi que ce qu'on appelle les haters vont arriver dans certaines conditions, c'est-à-dire que c'est des publications généralement qui font énormément de reach, justement. Mais qui sont hyper clivantes. Si on apporte de la valeur sur quelque chose qu'on maîtrise, généralement, il n'y a pas de haters. Moi, j'en ai eu très peu. Ça se compte sur les doigts d'humain, les haters que j'ai eus, et c'est que récent. Et ça fait 2 ans que je suis là. Donc, vraiment, il n'y a aucune peur à avoir. Il faut y aller. Et il y a plein de manières, après, de gérer ces mauvais commentaires. On peut tout simplement les ignorer. On va avoir notre commune. En fait, on va avoir aussi notre audience qui va nous soutenir. Ouais. C'est ça qui est important. C'est que quand on commence à se développer sur LinkedIn, eh ben, on crée un attachement avec des personnes qui viennent nous défendre après derrière. Donc, il n'y a vraiment rien à craindre là-dessus. Ok. Alors, une question évidemment centrale. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments clés en faveur de l'algorithme de LinkedIn ? Bien sûr. Parce que ce reach, enfin là, c'est vraiment le truc qui anime toutes les conversations du moment. C'est ouais, ils ont changé l'algorithme, du coup, on n'a plus de reach. Alors, comment on fait, quoi ? Alors, déjà, il faut prendre du recul par rapport au reach. On ne va pas pouvoir récupérer le reach d'avant. Ok. Sur un nombre d'engagements. On fait une croix dessus. Voilà, on fait une croix dessus sur le reach d'avant. Il y a une étude qui est sortie de Perfect Post, donc c'est un outil LinkedIn pour faire des publications. Très bon outil d'ailleurs. Très très bon outil que j'utilise tous les jours, je le recommande chaudement. Et en moyenne, on est sur 60% de reach en moins. Voilà. 60% de reach en moins. Je me pose une question. Oui. C'est quoi l'intérêt pour LinkedIn de baisser le reach à ce point ? Eh ben, on s'est posé la question pendant des semaines, et si on y réfléchit un peu, c'est quand même bien joué, parce que si on pense à des réseaux sociaux comme Facebook, notamment, dans tout réseau social, généralement, on commence par ce qu'on appelle de l'organique, c'est-à-dire qu'on va créer du contenu sans faire de la pub, et il y a beaucoup de portée pour attirer justement de nouveaux utilisateurs, de nouveaux membres, et ils vont dire, mais c'est super, c'est-à-dire je fais juste une publication, j'ai 1 million de vues. Et donc, si je veux vendre quelque chose, eh ben, je peux bien vendre. Mais au bout d'un moment, quand la plateforme se démocratise, eh ben, les outils payants de LinkedIn sont de moins en moins utiles, entre guillemets, si on a beaucoup de portée organique. Et donc c'est un choix financier de la part de LinkedIn. Ça pourrait être un choix financier. On n'a pas la réponse parce que bien sûr que LinkedIn personne ne va la donner. Personne ne va la donner. Ouais. On est d'accord. Mais ça pourrait expliquer une baisse de reach pour nous orienter de plus en plus vers des produits payants. Ça veut dire les abonnements premium ou encore la pub. Ok. Donc en fait, il faut qu'on fasse notre deuil des reach atomiques qu'on pouvait avoir. Et il faut prendre ce que LinkedIn nous donne et essayer de monter en qualité, du coup, pour augmenter le reach. Parce que je suppose que dans les modifications de l'algorithme, il y a aussi probablement une stratégie qui vise à, si ce n'est justement à augmenter les interactions, en tout cas à augmenter la qualité. Exactement. C'est un peu ça le truc. En fait, ça va être augmenter la qualité et aussi être de plus en plus original dans le sens bien se différencier. Ça va être très important parce que plus il y a de créateurs, plus on a du contenu qui se ressemble et donc on n'a pas envie de lire plusieurs fois la même chose. Donc on va passer une publication et donc potentiellement votre publication. Et donc il faut se différencier. Qu'est-ce que je vais apporter de différenciant dans mon message ? Et donc pour vraiment répondre à la question sur les clés, pour quand même faire en sorte d'avoir un peu de reach, le reach qui reste, dans les posts notamment, ça va être l'accroche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, les chiffres vont varier, 50%, 80% qui va jouer sur l'accroche. Comment je fais pour accrocher mon lecteur ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans la publication, dans le fond, ça va être la valeur que je vais délivrer. Mais aujourd'hui, juste délivrer de la valeur, parfois, c'est pas suffisant. Parfois, il faut raconter une histoire à côté de cette valeur. C'est-à-dire que même si on donne des conseils, il faut la raconter dans une histoire auquel je vais m'identifier, notamment. Moi, c'est ce que je fais dans mes publications. C'est-à-dire que je ne me contente pas juste de donner 5 points clés pour percer sur LinkedIn. Je vais raconter ça dans une histoire. Ouais, tu fais un storytelling autour de ça. Un storytelling, exactement. Et c'est pas un gros mot, le storytelling, ça permet justement de faire passer des messages. Vraiment. Et donc, bien travailler le storytelling de son profil, enfin de ses posts, de ses publications, travailler ses accroches, très important, et aussi connaître les tendances de LinkedIn. C'est-à-dire, c'est quoi les sujets qui font parler sur LinkedIn ? Pas pour en parler forcément, mais parfois pour faire de petites analogies, pour pouvoir les utiliser dans son storytelling. Alors, ce serait un peu long à développer, mais je vais donner quelques exemples. Par exemple, l'intelligence artificielle, le recrutement, l'équilibre vie pro, vie perso pour les entrepreneurs. On a pas mal de sujets comme ça qui font parler sur LinkedIn. Et je vais le dire là maintenant, tout sujet qu'on aborde, je dis bien tout sujet qu'on aborde, peut se rattacher
un sujet général de LinkedIn, soit en analogie, soit en accroche, etc. Voilà. Donc, il faut étudier ça parce que, en fait, un bon post LinkedIn, c'est un post qui va parler au plus grand nombre. Le problème, c'est qu'on a des expertises. Parfois, on est niché dans certains domaines. Bien sûr, et c'est difficile de parler au plus grand nombre. Donc, on va faire du storytelling, on va faire des analogies. Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Alors, une question extrêmement technique. Je recherche une alternance et je postule beaucoup sur LinkedIn en ajoutant des contacts RH. Je n'ai jamais de retour. Des conseils ? Créer du contenu. Ouais. Ça va être mon conseil. C'est un peu contre-intuitif dit comme ça, mais je vois de plus en plus d'étudiants, d'alternants, enfin futurs alternants, qui cherchent donc des alternances sur LinkedIn. Il y en a qui se débrouillent très bien en créant du contenu. Et en fait, en montrant la valeur qu'on peut apporter justement dans les entreprises où on souhaite être recruté. Donc moi, mon premier conseil, c'est de créer de plus en plus de contenu. Ouais, on n'est plus dans LinkedIn base de CV. Non. On est dans LinkedIn base de personnalité. Exactement. Oh, elle était belle cette tagline. Ah, il faudrait que je la note celle-là. Je vais la sortir dans un post. Ouais, d'accord. Tu feras un petit, je vais faire un petit hashtag. Je serai très content. Une petite citation, mais c'est tellement bien dit. Je ne sais même pas quoi rajouter à... Bah ouais, écoute, ça va être le mot de la fin, je crois. C'est ça. Bon, Alexis, merci d'être venu en tout cas. Pour tous ces précieux conseils. C'est vrai que je crois qu'on a plutôt pas mal répondu à cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon reach ? Oui. Eh bien, ayez une personnalité. Oui. Alors, n'achetez pas un chapeau de paille, ou si vous achetez un chapeau de paille, faites en sorte qu'il corresponde à votre personnalité. Exactement. Merci beaucoup, Alexis. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Le 12-12 Game Changer.